Je sais pas, c'est la première fois que je participe aux travaux de cette université, aux travaux d'université en général, puisque c'est quand même une institution que je n'ai pas fréquentée, sauf quand elle était occupée. Je voulais dire d'abord que je ne suis pas un conférencier, donc j'ai pas de notes, et que, comme je disais avec un camarade en rigolant tout à l'heure, si je fais confiance à la spontanéité des masses, il faudra que vous fassiez confiance à la mienne, parce que je n'ai pas écrit la moindre ligne pour vous parler ce soir de tous les sujets. Et puis parce que l'autre raison, c'est que à la conférence, je préfère le débat, je préfère l'échange. Je ne vais pas vous le faire très très long, je préfère que le micro après circule, et je vais essayer de répondre dans la mesure des moyens aux questions que vous voudrez bien me poser, à moins que vous soyez tous d'accord avec moi. Voilà. Mais ça m'étonnerait. Bon, Nicole l'a rappelé, parce qu'on se connaît quand même depuis très longtemps, vu qu'on a fait partie du comité de rédaction du Travailleur catalan pendant des années ensemble, à une époque exaltante, tant politiquement que pour le journal. Donc on se connaît depuis longtemps, la plupart d'entre vous, on se connaît aussi, d'autres moins, c'est pas grave. Effectivement, moi je suis d'abord un photographe qui a commencé par la plus petite porte de la profession, puisque j'ai commencé avec un magasin photo à Cavestany. Quelques clients qui s'en souviennent encore, parce que bon, je crois que je n'étais pas trop à ma place, mais je la cherchais un peu à ma place, et donc en attendant, j'ai fait un stop à Cavestany pendant 3 ans, où j'ai fait des photos d'identité, des reportages de mariage, des communions, même des enterrements, tas de choses rigolotes. Mais surtout, j'ai appris, et puis j'ai commencé à travailler pour le Travailleur catalan et pour Midi Libre, presque en même temps que le Travailleur catalan un peu avant. Et puis j'ai élargi le cercle de mes collaborations. C'est pas que j'avais une ambition démesurée, que je voulais à tout prix travailler pour des grands journaux, c'était pas du tout ça mon propos à l'époque, mais j'étais aussi militant du parti, à cette époque-là, militant de la section de Cavestany, militant très engagé, très connu, très identifié localement comme militant communiste. Et je ne peux pas dire que ça m'a beaucoup aidé dans la presse quotidienne régionale. Et ça m'a même valu, en clair, en Allemagne on appelait les Berufsverbot, les interdits professionnels, parce que je me suis fait barrer la porte de Midi Libre. Celle de l'Indépendance s'est entrouverte après, mais elle s'est vite refermée quand l'Indépendant a été racheté par Midi Libre. Et donc j'ai pas eu d'autre choix que de chercher du boulot plus loin, tout en restant à Perpignan, parce que ça c'était une décision. J'avais 2 enfants en bas âge, j'avais aucune envie d'aller, même si lui-même me l'avait proposé, mais j'avais aucune envie d'aller travailler à Bobigny, pour se comprendre. Donc voilà, c'est une carrière un peu chaotique, un peu compliquée, où jamais je n'ai pu, même quand je l'aurais voulu, parce qu'on fantasme et tout, on dit ouais, il a fait du grand reportage, il travaillait loin, il a pris des risques, tout ça. Sincèrement, si on m'avait embauché à l'Indépendant, je crois que j'y serais resté jusqu'à ma retraite. Je sais pas, parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, mais c'était pas le fruit d'une ambition, d'une vision presque messianique du travail, c'était la réalité. Donc voilà, j'ai élargi, je suis allé traîner un peu partout, pour l'UMA, pour les agences de presse, pour d'autres journaux, ça dépendait des trucs. Bon, alors, quand on est reporter photographe, le seul intérêt de ce métier, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, on en perd plus qu'on en gagne, mais bon, c'est surtout de voir des choses, de connaître des gens, de côtoyer à la fois des gens des bidonvilles de Caracas ou de Rio de Janeiro ou d'autres endroits, et en même temps des présidents de la République ou des chefs d'État ou des leaders de partis révolutionnaires. C'est d'avoir un spectre très large des gens avec qui on discute. J'ai la chance
c'est à peu près le dernier truc que j'ai vraiment appris de l'éducation nationale. J'ai appris à bien parler l'espagnol, ça m'a quand même beaucoup aidé sur le continent latino-américain, où j'ai plus travaillé qu'ailleurs. Et voilà, donc j'ai accumulé au terme, pas encore le terme, mais d'une vie chaotique, des expériences, des rencontres, un lieu d'observation privilégié, puisque une carte de presse, un appareil photo, ça sert souvent à se faire taper dessus, ça c'est sûr, mais ça sert aussi à rentrer dans plein endroit où le commun des mortels ne rentre pas. C'est ce qu'on appelle reporter, reportage, reporter, c'est l'étymologie même du terme. Et je suis très content d'avoir pu le faire. Bon, j'aurais préféré le faire dans des conditions plus confortables, moins compliquées, mais après c'est comme ça. Je veux dire, tous les boulots, quand les gens font le bilan de leur existence, ils ont des regrets, aussi des grandes satisfactions. Moi, ça penche plutôt du côté de la satisfaction que des regrets. C'est plutôt une chance, c'est parce que j'ai beaucoup photographié le monde du travail pendant des années en France. Beaucoup, mais pas que. Et c'est rare de trouver quelqu'un qui, à la fin de sa carrière professionnelle, dit je me suis régalé, je me suis éclaté, je regrette de partir. Et tout ce qu'on voit, c'est des gens qui sont pressés de partir à la retraite parce que le travail s'est complexifié, la vie s'est complexifiée, tout est devenu beaucoup plus compliqué. Et des gens, des professions que j'ai suivies au début de ma carrière et à la fin de ma carrière, c'est plus les mêmes personnes que j'ai photographiées. C'est souvent des accidentés de la vie que j'ai photographiés en fin de carrière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... Voilà, quand j'avais quelques doutes sur mon travail, je me disais que, au pire, j'étais moins à plaindre que la plupart des gens que je photographiais. Voilà, ça permet un peu de relativiser. Alors, comment passe-t-on de l'écriture, de la photo, de reportage à l'écriture? Je crois que c'est une évolution naturelle. Je veux dire, pendant des années, j'ai pas eu le temps de faire autre chose que de la photo. D'abord parce qu'il me fallait gagner ma vie déjà, accessoirement. Et puis qu'il me fallait beaucoup de temps pour gagner ma vie. J'ai consacré toujours beaucoup d'heures de travail à mon métier. C'est comme ça. C'est pas, on ne peut pas le faire en dilettante. Même si, bon, enfin. Et là, une fois que j'ai posé mes appareils, que j'ai raccroché mes boîtiers, comme on dit dans le métier, il me semblait que j'avais un stock dans le disque dur, dans des coins enfouis de ma mémoire, des milliers de choses dont je n'avais pas pu parler, parce que tout n'est pas photographiable, tout n'est pas enregistrable comme ça. Il y a des perceptions qu'on a de la vie, des échanges entre les gens qui sont immatériels, qui ne peuvent pas donner lieu ni à une image, ni à quoi que ce soit. Par contre, ça peut donner lieu à des phrases, à des textes, à des explications qui sont, je pense, j'ai l'impression de faire la même chose en écrivant des romans. Je dis des parce qu'il y en a un deuxième qui vient de sortir du four, mais qui, je ne sais pas s'il finira sur une étagère dans une poubelle. Ça se stade de personne. Un roman noir. Je suis spécialisé dans les polars sans crime. Mais, c'est encore que là, non. J'ai l'impression de faire la même chose, de le faire avec des outils différents. Voilà. Des outils dont je me suis brièvement servi toute ma vie, parce qu'une photo n'est rien sans sa légende. Dans le photojournalisme, une photo n'est exploitable que si elle est accompagnée d'une légende qui en donne les codes, qui explique ce qu'il y a sur la photo, qui donne aux maquettistes et aux lecteurs les éléments pour bien comprendre ce qu'il y a sur l'image. Donc tous les photographes écrivent, plus ou moins bien, plus ou moins, mais bon, peu importe, mais tous les photographes écrivent, ça va de soi. Là, le fait d'écrire sans faire de photos, c'est faire un peu la même chose, c'est exactement le contraire, c'est paradoxal. La même chose parce qu'on continue à témoigner, on continue à documenter, on continue à avancer des explications sur les comportements, des modes de vie.
Et le contraire, parce que autant le photojournalisme, c'est l'école de la rigueur et de la vérité, enfin de la vérité, non, de l'information brute, et qui doit être loyale, qui ne laisse pas de place à l'imagination, qui ne laisse pas de place à la fiction. C'est relater des faits, relater en photo ou en image vidéo ou en écrivant, mais relater des faits. Or, le roman, ben, c'est ce qu'on veut. On tue qui on veut, on réhabilite qui on veut, on inflingue, on sauve l'autre. Enfin bon, voilà, et ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi, puisque je n'avais jamais fait que des constats dans la vie. Des constats photographiques que j'essayais d'être le plus honnête possible, le plus rigoureux possible, mais ça restait des constats. Là, ben, je me lâche, quoi. Et si vous voulez, l'autre partie de mon cerveau, pas celle qui faisait des photos pour parler de la réalité, pour la montrer aux autres, mais la partie qui réfléchissait au monde, à la société, à l'engagement, tout ça, est toujours restée en activité. Je dis que j'ai milité au Parti communiste pendant des années, je crois de l'âge de 6 ans, je suis de 16 ans jusque vers la cinquantaine, je ne me souviens plus précisément. Puis j'ai quitté le parti, mais je suis resté ce qu'on appelle, je sais pas, un compagnon de route, un voisin de palier, enfin, je sais pas, ça reste ma famille. Or, justement par le biais de mon travail, et comme j'ai travaillé quand même longtemps pour l'humanité, l'humanité, je ne travaillais pas que sur le parti, je travaillais sur l'actualité pour l'humanité, sur l'actualité française et internationale, notamment en Amérique latine. Mais j'ai beaucoup traîné dans les fédés, dans les sections, et pas qu'en France, pas que dans les Pyrénées-Orientales. De là, j'ai eu une vision, je pense, à 360 degrés, vue de l'intérieur du parti, et pour une fois, vue par quelqu'un qui n'était pas en hostilité ou en opposition avec le parti. Parce qu'après, des bouquins sur les communistes qui déglinguent le parti, il y en a plein, ça c'est pas la question. Des bouquins aussi qui l'encensent, parce que écrits par des gens qui en sont membres et tout à fait, comment dirais-je, c'est un gros mot maintenant, mais dans la ligne, il y en a aussi. Moi j'ai essayé non pas de faire un texte politique sur le PCF, je ne suis incapable, moi je ne suis pas un penseur politique, je suis quelqu'un qui a ses idées, qui les défend, qui les met en discussion, mais je ne suis pas un penseur, je n'ai pas de solution. Hein. Si j'avais un truc pour que demain on remonte à 27%, je vous jure, je vous le donne de suite. Hein. Mais je pense que je n'en ai pas et que personne n'en a. Donc, je voulais utiliser cette espèce d'angle mort de la politique française, qui est la réalité, ma réalité, je ne dis pas que c'est la réalité, c'est ma réalité d'un grand parti de gauche avec des militants, avec des cadres, avec des permanents, avec des sans-permanents, enfin bon, la réalité. Parce que, qu'est-ce qu'on sait finalement du Parti communiste ? Comme des autres d'ailleurs, comme du Parti socialiste ou d'autres partis, grands partis, qu'est-ce qu'on en sait au quotidien? Pas grand-chose. Il y a des déclarations de dirigeants, des positions un jour, controversées, partagées, peu importe, mais ça reste une vision toujours médiatique de la politique. La politique aujourd'hui, elle n'est perçue par les Français qu'à travers le média. On veut bien dire ce qu'il veut dire, des médias qui en général ne sont pas spécialement favorables au parti de transformation sociale en général et au PC en particulier. Donc, moi, j'ai parlé je ne sais pas, j'ai jamais milité au Parti socialiste ni l'UMP, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur. Et moi aussi, j'en ai une vision certainement déformée, journalistique, de ce qui se passe à l'intérieur. Mais par contre, au sein du PC, j'avais un vécu qui est daté, hein, parce que le livre dont parlait Nicole, c'était un joli nom camarade, n'est pas clairement daté, comme il n'est pas clairement situé, parce que j'ai pas voulu qu'il soit la fédé de l'Aude, ou des PO, ou de l'Hérault. Bon, alors évidemment, celle que je connais le mieux, c'est celle-là, mais que je connaissais le mieux.
c'est celle-là, mais j'ai voulu que ce soit dans les années 90-2000, au moment grosso modo du remplacement de Georges Marchais par Robert Hue, qui a été quand même un grand moment de doute, de bascule, d'interrogation, de débat interne. Que j'étais à ce congrès-là, moi j'étais photographe pour l'UMA, au congrès, je crois que j'étais à la Défense, non, j'étais en région parisienne, je ne sais plus où. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu moi de l'intérieur, et que je n'ai pas bien compris d'ailleurs. Il m'a fallu le temps pour digérer, pour métaboliser un peu tout ce que j'ai vécu à cette époque-là. Je suis encore resté au parti un bon moment, et puis petit à petit, il y a eu, j'ai pas rendu ma carte, j'ai pas fait de scandale, j'ai pas fait j'ai cessé une année de reprendre ma carte, parce que je trouvais que j'y étais plus, que ça avait plus de sens, que je savais pas à quoi ça servait que je sois toujours adhérent de ce parti. Donc j'ai voulu témoigner de ça, de cette époque, d'une ambiance. Alors par-dessus, j'y ai collé une histoire policière qui est assez faible sur le principe, qui n'est pas forcément un grand polar. Alors c'est ni un grand polar, ni un grand livre politique, donc je me demande un peu ce que c'est, ni un règlement de compte de ma part, puisque je n'ai aucun compte à régler avec qui que ce soit ici. Bon. Donc voilà, et je l'ai fait comme un photographe. Alors quand je reprends gentiment Nicole quand elle dit écrivain, que je rectifie des en auteur, c'est parce que d'abord je respecte la littérature, donc je ne m'affuble pas de qualificatifs qui pourraient la dénaturer d'une part, parce que je pense que c'est pas de la littérature, c'est un texte d'auteur, c'est un texte d'humeur, c'est un texte de documentation aussi, c'est quelque chose qui aujourd'hui pour moi est de l'ordre du reportage, de la fiction au reportage, une docu-fiction, je ne sais pas comment on peut le qualifier, c'est peut-être un genre nouveau, qui sait. Voilà, donc moi je l'ai fait avec le plus d'honnêteté intellectuelle possible. Une chose est certaine, c'est que, je vous le disais, je ne compte à régler avec personne, ni avec le parti, que pour moi ça reste quand même ma famille, même soyez coïncidents, les familles, pas toujours copains avec tout le monde. Et je l'ai fait vraiment comme un apport, peut-être aussi un apport, peut-être comme une forme de testament sociétal. Je ne sais pas vraiment comment le définir, j'aimerais d'ailleurs que dans le débat, ceux qui ont pu le lire, et surtout ceux qui ne l'ont pas aimé, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que c'est moi-même pas précisément... voilà, je l'ai fait, c'est assez drôle, j'ai mis très longtemps à l'écrire. Quand j'ai commencé à l'écrire ce bouquin, j'étais encore en activité, et bien encore. Il y en a que ça va faire horreur, mais ça reste entre nous. J'ai commencé à l'écrire dans un hôtel de Bucarest, un vieil hôtel soviétique de Bucarest. Je l'avais en tête depuis un moment, mais j'avais une journée à perdre entre deux trucs, et je suis pas sorti de l'hôtel, j'ai commencé à l'écrire, et je l'ai fini à New York, en passant par le Brésil et d'un tas d'autres endroits improbables. Donc je veux dire, ça n'a pas coulé au fil de la plume comme ça, même si quand je m'y suis mis, ça n'a pas mis très longtemps, mais ça a avancé par secousses, comme ça, et donc en ayant le temps de le relire, de se demander si j'étais bien dans ce que je voulais dire, et puis de se laisser un peu porter par ses sentiments, par son point de vue sur les choses, quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus là, comme ça? J'aurais dû faire un papier, mais bon, je ne sais pas le faire. Et voilà, moi, je pense que je préfère qu'on ait un échange, un débat, plutôt que de vous assommer d'arguments comme ça, un peu
cumulé aux uns et aux autres, ça je l'entends parfaitement bien, mais voilà. S'il n'y a pas de questions, je fais une remarque. Bonsoir, c'est une question de quelqu'un qui n'a pas lu le livre. Alors, donc j'aimerais savoir comment la politique est intégrée dans le récit, par quel biais. Est-ce que c'est... bon, j'imagine que c'est à travers ce que vivent les personnages. Est-ce qu'il y a des héros, par exemple, des personnages dans votre roman policier quel est leur rapport avec le Parti communiste? Est-ce qu'ils sont militants? Est-ce qu'ils sont... Voilà. Merci. Oui, alors c'est vrai, bon, je l'ai lu, moi par contre le livre, avec beaucoup d'intérêt. Alors je suis dans le département, j'y suis depuis 15 ans seulement, à peu près. Pardon, non, depuis 20 ans, excusez-moi, il faut que j'en rajoute quand même. Oh, qu'est-ce qu'on vieillit? Oui, ça fait 20 ans. Mais, alors même s'il n'y a pas de truc à charge contre des personnes précises, j'ai repéré quand même des travers de gens que je connaissais et qui apparaissaient bien sur tel personnage ou sur tel personnage. Et des fois, je disais, tiens, ça me rappelle quelque chose, quoi. Alors, je ne dis pas que c'est des portraits à charge, mais on repère un certain nombre de regards critiques, je dirais, sur des comportements, des manières de discuter, des manières de recevoir, etc. Alors, moi, j'avoue qu'il m'a beaucoup plu parce que j'aurais tendance à parfois faire les mêmes critiques, la même analyse, etc. Mais évidemment, après, ça dépend de la manière dont on conçoit son appartenance à un parti, le rôle qu'on peut y jouer quand on est militant, etc. Et je pense que le bouquin, il porte le fer sur cet aspect-là, justement. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez ou tu voulais, comme tu veux, mais je pense que voilà. Oui, c'est dans le sillage, hein, c'est dans le sillage des précédents. Moi, j'ai pas lu non plus ton livre. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à sa lecture, on peut comprendre quelles sont les raisons qui ont fait que tu as quitté le Parti communiste? Alors, je dis ça parce que moi, j'y suis au Parti communiste. Donc, ça m'intéresse de voir un petit peu, parce que là, dans ta présentation, tu ne viens pas sur les questions politiques, vraiment. Hein. Donc, j'imagine qu'il y a des questions politiques qui se sont posées et qui t'ont amené à cette décision. Est-ce que dans le livre, cela apparaît sous quelle forme? C'est pas le livre politique, je reviens là-dessus parce que c'est important, parce que le livre politique, c'est un livre dans lequel j'exprimerai des désaccords, des désaccords ou des visions, ou des propositions. C'est pas ça. C'est pas ça. Pour revenir à la première question qui fait le lien avec celle-là, c'est l'histoire d'un peintre communiste indéfectiblement attaché au parti, mais un peu marginal dans le parti, un peu intellectuel, autour de la mort de ce bonhomme, savoir comment il est mort, et là-dessus rentre dans le jeu tout un tas de personnages divers. Il n'y a pas que des communistes, il y a des policiers aussi. Il y a des policiers, il y a des journalistes. Le livre parle aussi, je crois que c'était suggéré dans la présentation, je crois qu'a fait Nicole, c'est pas un livre que sur le Parti communiste, c'est un livre sur la société aussi, sur une société méridionale, de petites villes. Alors, ceux qui ont cru reconnaître des gens se sont trompés, puisque par définition, personne n'est cité, mais chacun des personnages est constitué d'une myriade de personnages que j'ai rencontrés, effectivement, obligatoirement. Alors, il y en a, le dosage est un peu plus fort pour certains que pour d'autres. Il y en a qui penseront les reconnaître. Oui, jamais je ne cite Perpignan. Pour info, j'ai refusé la proposition d'un autre éditeur qui me prenait le livre, à condition que, parce que c'était sa politique éditoriale, je situe le livre à Perpignan et à la Pyrénées-Orientales. Et ça, j'ai pas voulu le faire, justement, parce que, comme on peut reconnaître des personnages comme ça, moi, j'ai voulu stigmatiser personne et régler de compte avec personne. Donc, j'avais pas envie que, effectivement, que
qu'on montre du doigt en faisant des recoupements avec les années, les situations politiques, à dire oh, c'est celui-là qui était trésorier, c'est celui-là qui était secrétaire à l'orga. Voilà, je reste dans le flou parce que je reste sur le fond de la vie politique un peu étriquée. Et je force le trait, parce que c'est un roman. Si on ne force pas le trait, c'est pas la peine de l'écrire, quoi. Je veux dire, sinon c'est une thèse d'histoire ou de sociologie, mais c'est pas un roman. D'une petite société étriquée, une ville en proie à la crise, avec la montée du Front National, avec les problèmes généraux de la société, les collusions plus ou moins avouées, plus ou moins honteuses entre les journalistes et la police locale, les rapports ambigus entre la préfecture, les flics, etc., que je connais bien parce que j'ai la chance d'avoir commencé ma carrière dans la presse locale. Donc j'ai appris j'ai visité des commissariats, j'ai suivi des gardes à vue, j'ai moi-même été une fois même pour d'autres raisons. Donc ça aussi le vécu, il n'y a pas que le Parti communiste n'est pas forcément le seul personnage de ce livre. C'est la société des années 90-2000, en proie à une révolution interne, des chamboulements internes, dans lequel le Parti communiste, de mon point de vue, perd pied politiquement. Et je parle de ce que je connais. Ce que j'ai vécu, et comme je l'ai ressenti, je ne dis pas que j'ai raison, je dis que j'ai ressenti comme ça. Je m'efforce dans les personnages, j'ai compris dans ceux que... Ouais, j'en flingue 2 ou 3 quand même, hein, les cocos, c'est quand même le tarif. Oui, mais bon, c'est normal. C'est la règle du jeu. Mais même ceux que je flingue, enfin au moins un de ceux que je flingue un peu violemment, à la fin je l'humanise. Parce que les gens ne sont pas des machines. Même quand ils se prennent eux-mêmes pour des machines au service d'une machine. Et qu'ils agissent comme des machines avec la froideur et avec la cruauté que peuvent avoir les machines. Quand mais au fond d'eux, ça reste des humains. Il y en a, ils ne sont pas récupérables, c'est bon, c'est comme ça. Mais même des fois, les plus mauvais sont récupérables. Les flics aussi, j'ai voulu, je dis ça pour ceux qui l'ont pas lu, j'ai voulu sortir de l'archétype du flic désabusé, alcoolique, toxicomane, plaqué par sa femme, un jean et un peu sale. Et j'ai choisi un flic qui est un fils de syndicaliste de la vallée du Rhône, proche du Parti communiste, et qui est devenu un flic républicain, et qui dans le commissariat se coltine deux abrutis, fachos, feignants, brutaux, voilà. Donc, je veux dire, il n'y a pas des gentils communistes, militants, purs, chrétiens primitifs, comme je dis un moment dans le truc, et puis des salauds de flics bourgeois, de droite, fascistes. Non, tout ça est un peu plus compliqué. J'essaie de mettre pas mal d'humanité dans les personnages, de détresse, des vraies situations de détresse. Le secrétaire fédéral dont je tresse le portrait, c'est un type qui a eu un accident politique dans sa vie, il était promis à de grande destinée, puis il s'est pris les pieds dans le tapis et il s'est retrouvé secrétaire fédéral d'une lointaine fédération presque oubliée. Bon, toute ressemblance avec des personnages d'humanité est forcément fortuite, hein. Ça, que ce soit clair. Voilà, et donc il y a un éclairage sur sa vie de famille, et qui n'ont rien à voir avec des gens que je connais. Enfin, je veux dire, moi, je ne connais pas la vie privée des secrétaires fédéraux qui ont eu dans ce département ou dans d'autres, après que moi j'ai cessé de militer. Donc, mais je leur imagine, je leur tricote une vie privée de manière à leur faire raconter des choses qui expliquent leurs engagements, leurs échecs, leurs défaites, leurs déceptions, et en même temps, et je demande à ceux qui l'ont lu de me dire ce qu'ils en pensent, parce que c'est pas sur le parti que je tire, c'est pas sur les militants que je tire. Parce que les militants, justement, je leur donne dans le parti une place importante, et par le biais de
de la nana de Lupêtre Mort, qui est une syndicaliste de la santé. Notre ressemblance avec personnes linguistement serait là aussi fortuite. Voilà, j'explique ce que sont les militants, à quoi ils servent et quelle est la grandeur de ce qu'ils font. Je veux dire, c'est pas. Si j'en flingue 2 ou 3, c'est du tir sélectif, quoi. C'est pas la mitrailleuse, quoi. C'est vraiment la lunette, et c'est 2 ou 3 qui me paraissent avoir, à un moment, comment dirais-je, perverti l'image que je me suis toujours fait de ce qu'était le monde du militant, dont j'ai fait partie. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux 3 questions à la fois. Tu as vraiment ton éloignement du parti, je ne sais pas, tu n'as pas vraiment répondu. Non. Ça, c'est une vraie question. Donc, il devrait faire un livre là-dessus. C'est une vraie question. Des incompréhensions, l'impression justement qu'il y a eu un effondrement un peu partout. Et je ne parle pas que de la FIDE des PO, attention, c'est au plan général. L'effondrement électoral, on le connaît tous. Moi, je me souviens du 26 avril 81, quand Marché a fait 15,6% des voix où on était désespérés. Si aujourd'hui on les faisait, ça ferait du bruit. Hein. Bon. Donc, moi, je suis aussi un militant de ces années-là, des années qui ont vu le parti s'effondrer électoralement. Alors, là, on va rentrer dans un débat où on a jusqu'à quelle heure là, pour un moment. Et je pense que ce parti n'a pas, globalement, après il y a les problèmes, il y a la tactique et la stratégie. La tactique, on peut toujours en discuter. Un coup, on va au régional avec les socialos, un coup, on va au régional sans eux, un coup au départemental avec eux, un coup sans eux. Enfin, bon. Il y a comme ça des coups de barre, alors je ne dis pas à droite à gauche, ça veut rien dire, mais des coups de barre, coups de cap. Il y a un proverbe chinois qui dit quand la pierre tombe sur l'œuf, malheur à l'œuf. Et quand l'œuf tombe sur la pierre, malheur à l'œuf. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que le Parti communiste, à partir des années 80, à la louche, hein, l'élection de François Mitterrand, qui est quand même un repère politico-temporel important, est-ce que le Parti communiste a compris à quel point le monde avait changé, le monde était en train de changer, et est-ce qu'il avait les moyens d'appréhender ces changements? Je me souviens en 90, à Cavestany, Henri Costa, ancien secrétaire récemment disparu, pour lequel j'avais beaucoup d'estime, malgré tout, qui était membre de la section de politique extérieure du parti, en 90, c'est-à-dire au moment de la chute du mur de Berlin, c'était en 89 peut-être, est venu nous dire ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est formidable, le camp socialiste est plus uni que jamais. Alors, c'est quelque chose qui ça m'est revenu après. Je me dis, mais, bon, d'accord qu'on voyait que les images du mur de Berlin à la télé, mais ce n'est pas une image d'unité extraordinairement, d'efficacité et de pertinence extrêmement. Et je me suis dit, si eux là-haut, loin, avec les moyens qui sont les leurs de connaître la réalité des choses, les rapports avec les partis frères, tout ça, ils sont à ce point dans le déni, il y a quand même un problème. Pour ce faire, je suis quand même resté membre du parti. En 1979, quand les troupes soviétiques sont rentrées en Afghanistan, je me suis dit que c'était pas forcément la meilleure idée. La révolution contre la volonté des gens. Bon. Puis, il y a toute une série de choses comme ça qui ont. Je ne parle pas du fait qu'en plus. Je ne parle pas du détail du fait que Marché l'a justifié à partir de Moscou. Bon, ça c'était une connerie. C'est évident que c'est une connerie, mais c'est pas le fond, ça c'est la forme.
Sur le fond, on était d'accord. Et je le relate dans le bouquin parce que quand j'ai un peu dit ça en réunion de section, on m'a répondu si la France avait eu le même courage en 1936 en Espagne, il n'y aurait pas eu 40 ans de fascisme. Je ne vois pas ce que ça avait à voir, mais c'était quand même un membre de la direction fédérale qui le disait, donc j'étais un peu surpris. Des choses comme ça, quoi. Alors, c'est pas un truc qui te fait basculer. C'est une succession de choses, et puis c'est une réflexion un peu sur l'histoire. Je pense que ce parti est fier aujourd'hui d'avoir plus de 100 ans. Je ne suis pas sûr que ça soit une fierté. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des raisons d'être fier pour un parti politique dans une société qui évolue à la vitesse où évolue nos sociétés, d'avoir un parti qui est peu ou prou structuré pareil depuis plus de 100 ans. Je sais ce qu'a été ce parti et à quoi il a été utile et à quoi il a servi dans l'histoire de la France depuis sa création. Et ça passe pas en perte et profit pour moi. C'est quand même quelque chose de fondamental et auquel je suis très attaché. Je veux dire, jamais... Mon problème était d'essayer d'évoluer sans jamais renier. Et je n'ai jamais rien renié. Ça, c'est clair. J'ai évolué sans trahir, pour moi, c'est une ligne. C'est la trahison n'est pas dans mes gènes. La loyauté, la fidélité aussi, mais on ne peut pas être fidèle et loyal à quelque chose qu'on n'approuve plus, ou qu'on n'approuve pas complètement, ou qu'on n'approuve pas assez pour en faire partie. Comme tout le monde dans ce parti et dans d'autres, j'ai avalé des couleuvres pendant des années au nom de l'intérêt général du parti, avant de me rendre compte que justement ce qui restait de la ligne politique, et c'est dur, ce que je dis, je ne sais pas si je sortirai vivant, mais bon. J'ai compris qu'à un certain moment, la ligne politique du parti, c'était de sauver le parti. C'était plus de changer le monde, pas parce qu'on ne voulait plus, mais parce qu'on n'avait plus les moyens, de peser de manière significative sur les choix stratégiques, pour des tas de raisons sur lesquelles on n'en finirait pas de débattre. Mais à un moment, il y a ce réflexe d'un organisme attaqué, de toute part, dont la pertinence est remise en cause, et qui se recroqueville sur lui-même pour sauver son existence. Dans le livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'utilise une métaphore qui m'a valu quelques reproches, mais c'est pas grave, en disant que je comparais le parti à un bateau à quai qui n'avait plus son certificat de navigation, qui ne pouvait plus naviguer, mais qui était dans un bassin oublié d'un port perdu, et dont le groupe électrogène ne fonctionnait plus que pour alimenter la cabine de l'équipage. Ça vaut ce que ça vaut comme comparaison, mais je le dis comme je le pense, je le dis comme je le vois. Quand on parle de l'apport de ce parti à la société française pendant des années, encore une fois, je veux dire, je me l'approprie cet apport, puisque j'en ai fait partie, et c'est pour ça que j'adhérais à ce parti, moi, j'avais 16 ans. Quand je vois qu'aujourd'hui, on est dans les publications, dans les actions politiques, on est tout le temps sur la mémoire, sur l'anniversaire du Front Populaire, sur l'anniversaire de la Résistance, sur l'anniversaire de mai 68, sur l'anniversaire de... plus on parle d'anniversaire, et plus on ressemble à des anciens combattants. Parce que c'est le travail des anciens combattants à des dates fixes, d'aller défiler avec les drapeaux et de se rappeler le sacrifice héroïque qui a été fait et tout ça. Et plus ça va, et plus je trouve que c'est un parti d'anciens combattants. Alors je sais qu'il y a des jeunes, je sais qu'il y a par moment des vagues d'adhésion au parti, parce qu'il y a à la faveur d'une candidature médiatique ou d'un moment politique porteur, il y a des gens qui disent ah ouais, bon. Mais est-ce que l'avenir de la politique communiste, parce que je tiens mon mot, hein, c'est pas un mot que je veux effacer du vocabulaire. Je pense qu'une politique révolutionnaire communiste peut se nourrir du passé, mais comme dit la chanson, il faut aussi savoir en faire table rase du passé. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de l'engagement, les conditions du combat contre les forces de l'argent et
capital ne sont pas celles qu'on a connues même dans les années 80. Ça a encore beaucoup changé. Et je pense que le parti, mais c'est pas le seul, hein. C'est vrai aussi dans le monde syndical, c'est vrai aussi dans le monde intellectuel. Dès qu'on est en période de crise et de crainte, il y a une tendance naturelle à la rétractation, à se crisper sur nos valeurs sûres et indiscutables. Ah ça c'est sûr, la résistance, les guerres coloniales. Donc les guerres coloniales, il y a des lectures qui arrivent aujourd'hui qui sont un peu plus nuancées, mais bon, les guerres coloniales, le Front populaire, la résistance, ça c'est clair, personne ne peut nous attaquer là-dessus, ça c'est clair. Ça, alors là, ça c'est le socle. Mais le socle, c'est pour s'appuyer dessus, c'est pas pour se concentrer autour de lui, c'est pour s'appuyer dessus pour aller de l'avant. Moi, je comprends toujours rien à la politique du parti. Je continue à voter globalement communiste, surtout aux élections locales, ça c'est clair. Après, j'ai plus de mal. Voilà, on peut continuer à en parler, mais... C'est nourrit aussi le présent et l'avenir. Donc ça, je pense que ça pourrait être un autre débat. Moi, je fais une remarque par rapport au livre. C'est effectivement, bon, tout ce que tu dis là, ça n'est pas dans le livre. En fait, ça y est. Le bateau, là... Oui, le bateau, oui. C'est surtout, il y a des personnages, bon, comme tu disais, il y a des communistes, il y en a qui ne sont pas communistes. Bon, il y a un flic qui est éminemment sympathique. Et il y a tout un tas de personnages, notamment des personnages communistes, qui sont aussi des responsables, qui ne sont pas forcément sympathiques. Et là, je pense que c'est une façon, malgré tout, de passer un message politique, des comportements, c'est peut-être même pas au niveau des idées, des actions, de l'idéologie, mais de comportements. On a l'impression que c'est ça qui un peu t'as déplu, quoi, t'as posé des questions de comportements qui sont étroits, qui sont mesquins, qui sont rigides. Et moi, c'est ça que j'ai vu surtout dans le bouquin, moi, certains militants qui font du mal finalement à la cause qu'ils défendent. Voilà. Moi, j'ai vu ce bouquin comme ça. Il y a des personnages qui, dans les années 90, parce qu'ils ont été formés d'une certaine manière, parce qu'ils ont vécu leur vie de militants, souvent professionnels, mais c'est pas systématique, souvent permanent, des gens qui sont passés des fois de la JC à l'UEC, de l'UEC à l'UNEF, de l'UNEF au parti, et qui n'ont jamais bossé, et qui ne savent pas ce qu'est un patron, et qui vont expliquer des fois à un salarié pourquoi il faut qu'il dise merde à son patron. Et notre idée, je vais dire merde, mais le problème c'est que s'il est licencié, voilà, je fais quoi? Bon, c'est des choses comme ça, c'est des choses que j'ai connues, des gens qui pensent que le fait d'avoir été formé par le parti, y compris, je veux dire, moi j'ai encore connu des gens qui avaient fait l'école de langue à Moscou. Ça se fait plus, non, mais moi j'ai milité sous la houlette de gens qui avaient fait ça. Voilà, et ceux qui avaient fait l'école de 4 mois, et ceux de l'école de 1 mois, et tout ça, donc qui avaient reçu une formation, mais ça c'est normal de recevoir une formation, ça ne me gêne pas. C'est vachement bien, sauf qu'ils continuent à se comporter sur un modèle figé, qui est que le parti était l'avant-garde éclairée de la classe ouvrière, et que donc eux, ils étaient la lanterne de l'avant-garde éclairée. Pour des gens qui, pour certains, n'avaient jamais bossé de leur vie. Enfin, bossé. Ils bossaient au parti, hein. C'était pas être permanent, c'était pas un boulot de feignasse, hein. Il fallait réfléchir, il fallait s'adapter, il fallait rentrer à point d'heure à la maison, travailler plein d'heures par jour, être mal payé, pas avoir plan de carrière. Je dis pas que c'était des... le mot apparatchik, c'est vite dit, mais ça ne recouvre pas toujours une vraie réalité. Moi, c'est pas parce qu'ils étaient permanents que je les aimais pas, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils le seraient toute leur vie. Et ce qui arrive au personnage principal, un des personnages principaux, le secrétaire départemental du parti fédéral à l'époque, on disait, c'est que d'un seul coup, lui, il était programmé pour une carrière à long terme, et que la falaise s'est effondrée sous lui.
et il s'est raccroché au branche comme il a pu, en continuant à faire des discours, en continuant à jouer. C'était un jeu de rôle, quoi. Mais je ne crois pas à ce qu'ils disent, mais qui sont là-dedans. C'est ça qui m'a gêné. Moi, je crois que la première fois que je me suis posé une question sur mon adhésion au PC, c'était 3 ou 4 mois après y avoir adhéré. J'ai pas mis longtemps quand même. En responsable fédéral de l'époque, toujours en vie aujourd'hui, un type assez plus sympa par ailleurs. Franco venait de garrotter Puigdemont, un jeune anarchiste catalan, qu'en plus je connaissais, parce qu'il avait été hébergé chez mon père, mon père faisait partie d'un réseau un peu d'exfiltration et de solidarité avec des antifranquistes. Et donc il avait passé quelques jours à la maison. C'était un gars qui était un peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup, il devait avoir 5 ou 6 ans de plus. Donc je l'avais connu, ce qui de suite change un peu là. Et puis, contre l'avis d'ailleurs de mon père et des gens qui le soutenaient, il est revenu en Espagne parce qu'il avait une vision messianique de son engagement. Il s'est fait choper, il a été garrotté quelques mois après. Donc il y a eu des manifestations. Donc on est allé saccager le consulat d'Espagne, puis on est allé barrer le Pertus, tout ça. Et là il y avait la JC y était, voilà. Et le permanent du parti, je ne veux pas imiter son rire parce que sinon vous le reconnaîtrez, à l'époque a dit « Ah, ça fait un anard de moins ». Là j'ai quand même, je me suis demandé si je m'étais pas trompé. Alors j'avais adhéré sur la base du mouvement lycéen de 73, de l'UNCAL, tout ça, de la JC. Et j'étais très content d'être là, et très prosélyte, et très, très à fond. Là, quand même, j'ai pris une douche froide. J'en ai parlé avec des copains qui m'ont dit qu'on pouvait être con et communiste, que c'est pas un vaccin, et que lui faisait partie de cette catégorie. Voilà. Ce qui n'empêchait pas, quand même, d'être permanent du parti, de l'être resté pendant des années après, quoi. Alors, voilà, c'est des petits accrochages comme ça, des petits accros dans le paletot qui au bout d'un moment finissent par faire un trou et qui un jour, dans le trou on passe à travers. La BD Josette. Alors non, ça c'est pas moi, c'est Aurel. C'est Aurel. Alors ça, un chef dessus qui s'appelle La Tirade, qui lui il est arrivé, il y en a là, pour ceux qui en fait est à partir des dessins de mon oncle Joseph Bartoli. À partir des dessins de mon oncle, Joseph Bartoli. Ah ben voilà, Joseph, Voilà. parce qu'on Alors, on a dit Joseph Bartoli. On disait ça doit être. Non, c'est pas une monimie, c'était mon oncle. Moi j'ai écrit ce livre, non pas tant sur mon oncle que sur comment dirais-je, le ressenti des enfants de réfugiés, nés en France, avec une espèce de double culture, un pied de chaque côté des Pyrénées, un côté un peu immigré de deuxième génération, ou exilé de deuxième génération pour être plus précis. Et donc c'est le sens de ce livre. Et ayant la chance d'avoir accès aux dessins de mon oncle, je l'ai illustré avec les dessins de mon oncle. À partir de là, ça s'est passé à Cabestany dans un salon du livre. Aurel, qui est le dessinateur du Monde, Canard enchaîné, Politis, qui est un dessinateur de premier plan, s'est entiché de ses dessins. Partant, s'est entiché de la vie et de la carrière de mon oncle et m'a demandé de le rencontrer, de faire. Il voulait faire quelque chose dessus, il ne savait pas exactement si c'était un film, un court-métrage, il voulait faire quelque chose. C'est devenu le film Joseph, qui a eu le succès, puisqu'il a eu des distinctions importantes, dont le César quand même. Et l'équipe du film a tiré une BD du film. Mais moi, techniquement, je n'ai participé à tout ça que pour donner des éléments documentaires, des lieux, des dates, des anecdotes sur mon oncle. Personne d'autre dans l'histoire est connu que moi. Donc voilà, mais c'est pas mon travail. C'est un dommage collatéral de mon travail sur la retirade et sur les enfants d'exilés. Oui. Je suis venu d'abord parce que je te connais,
Je n'ai pas lu ton livre, mais le thème m'intéressait. Je me suis senti, écoutant, j'ai vu mon père, qui était plus âgé que toi, je suis fils d'Espagne, je suis né en Espagne. Mon père était communiste et toute la famille, j'ai connu mon grand-père en prison en Espagne, alors, et on a eu toute une vie. Et chez nous, à Aix-en-Provence, quand on a migré à Aix-en-Provence, c'était la maison de tous les communistes réfugiés politiques espagnols. On a vécu ça. Et j'ai vu, avec les années, mon père est décédé maintenant, et j'ai vu, je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants, donc j'étais très proche de mon père, qui est mort en Espagne d'ailleurs, qui a pris sa retraite en Espagne. Et sur Aix-en-Provence, quand il est venu ici se rapprocher il y a quelques années sur Perpignan, j'ai vu petit à petit, on parlait beaucoup, on se copiait beaucoup, et j'ai vu à peu près ce que tu es en train de me dire avec quelques années de plus. C'était, il épousait la thèse de marché, évidemment, et Dieu sait si j'étais critique, moi, de ce père qui voyait que par les communistes. Et j'ai vu à peu près ce que tu viens de dire là, à ton époque, à toi, mais quelques années bien avant, il a vécu ça, cette déchéance, et même à Perpignan, quand il était, je suis allé de partout, à Marseille, ici, quand on est venu ici, etc. Et c'est vrai que tout ce que tu as vécu, ça m'a rappelé terriblement les mêmes, il aurait pu le dire exactement comme tu viens de le dire. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Moi, j'ai compris. Voilà. J'ai envie de lire votre livre. Je ne peut-être pas ce soir. Parce que... Bon, sur l'Espagne, les anarchistes, bon, ben, ça, les communistes, Staline s'est très très mal comporté en Espagne, on le sait. Il y a eu une guerre fratricide entre les républicains, mais beaucoup d'anarchistes ont été assassinés, notamment sans doute Durruti. Enfin, Orwell le dit dans Hommage à la Catalogne. Hein. Simone Veil aussi, pas la politicienne, elle en parle aussi. Voilà, bon, là c'était déjà problématique de défendre l'attitude des communistes en Espagne, des passons. Alors après, votre roman, c'est plus dans les années 90, vous avez dit. 90-2000. Voilà, à la louche. Je pense que là, bon, on n'a pas le temps d'en discuter parce qu'il faudrait des heures. Mais dans l'évolution du Parti communiste, je pense que c'était déjà cuit. C'était pas rattrapable. Et bon, pour toutes sortes de raisons, il y a des tournants qui ont été manqués. Par exemple, 56, le rapport Khrouchtchev, la Hongrie, là, et d'ailleurs, il y a une flopée d'intellectuels qui sont partis à ce moment-là, qui écrivent, des gens très estimables, et qui ont quitté le parti. Voilà. Donc c'était... Mais seulement, il y a un moment d'inertie entre les erreurs que peut faire un parti, et malheureusement, il n'y a pas que le PC qui en a fait, je pense à l'autre, hein. Le PS, c'est pas mal. Voilà. Entre le moment où on fait des erreurs et puis on les paie. On les paie plus tard. Donc ça, c'est aux historiens de faire le boulot, parce que je pense qu'il y a plusieurs histoires du PC, mais il n'y en a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'histoire des années 80 à 2000. Pas encore. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi, justement, c'est de voir le Parti socialiste, c'est arrivé la même chose. C'est-à-dire qu'il a fait des erreurs, mais on ne les a pas vus tout de suite, les dégâts. Sauf que quand même, Mitterrand a perdu 2 fois, il a été obligé d'entrer en collaboration 2 fois. Hein. Chaque fois, donc ça montrait déjà les succès. Mais moi par exemple, je faisais l'analyse que je votais socialiste faute de mieux, mais bon. Mais je faisais l'analyse que c'est le déclin du PS a commencé le 11 mai 1981. Hein, au lendemain, parce que quand on les a vus gouverner, la manière dont ils gouvernaient, bon. 83 mois. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a un livre qui est très très bien, et en plus il est paru en poche, ça s'appelle La décennie. C'est de François Cusset. La décennie, et à mon avis, il faut le lire, c'est justement les années 80-90. Et là où on voit que toutes les valeurs, les idées de gauche commencent à se déliter, à être abandonnées par les intellectuels. Et alors c'est le règne du
libéralisme à tout va, des années tapis, exactement, la fameuse émission scandaleuse, Vive la crise, etc., et où on bazarde toutes les valeurs de gauche au profit de ce libéralisme. Ça s'appelle la décennie, et voilà, on voit aussi le déclin. Le PC vers le bas et pas le contraire. Ça j'en suis certain. Mais moi, on va peut-être pas y passer à la soirée, mais moi, le déclin du PC, personnellement, je ne suis pas historien, mais je le date plutôt des années 68 et de la fin de ce qui était l'espèce de pacte issu de la résistance et du Conseil national de la résistance, où finalement il y avait deux grands partis en France, un grand parti de droite, un grand parti de gauche, chacun tenait son créneau et ça allait pas mal. Et grosso modo, on se partageait le débat et 68, je pense que le parti est passé à côté de ce qu'il y avait dans le... enfin, pas à côté de ce qui se passait chez Renault ou chez Berlier qui était occupé, là, il y était, hein. Mais ce qui se passait avec les étudiants et dans l'ensemble de la société, je pense qu'il a loupé la marche. Et il y en a un qui n'a pas loupé la marche, c'est François Mitterrand. Parce que 3 ans plus tard, c'était le congrès d'Épinay, la réunification de tous les courants socialistes et la création d'un parti socialiste de combat qui était une machine électorale à faire gagner Mitterrand. Et je pense que le parti, c'est là qu'il a loupé l'embranchement ou qu'il n'avait pas les moyens de le prendre. Ça, je ne sais pas.